Quand Marcus traversa la frontière dans son SUV noir aux vitres teintées, il avait les mains qui tremblaient sur le volant. Pas de peur, pas d'anxiété. C'était autre chose. Quelque chose qu'il ne savait plus nommer après 7 ans passés loin de la terre où il avait appris à marcher. Il avait quitté le village de Saint-Clair-des-Collines à 24 ans, avec une valise en tissu écossais, 120 € dans la poche et la voix de sa mère dans les oreilles. « Va, mon fils, tu mérites mieux que ce que cette terre peut t'offrir. Mais ne t'oublie pas. » Il ne s'était pas oublié. Il avait envoyé de l'argent chaque mois, appelé chaque dimanche, et pendant les premières années, il entendait la voix de sa mère, Élise, forte et claire comme une cloche de village, lui raconter les petits riens de la semaine. Les tomates qui avaient bien poussé cette année, la voisine qui s'était disputée avec son mari une fois de plus, le chat roux qui venait manger dans la cour. Des riens qui valaient tout. Marcus avait réussi. Pas de façon spectaculaire, pas du genre à passer à la télévision, mais de façon solide et réelle. Il avait commencé comme aide comptable dans une entreprise de logistique à Lyon, puis avait gravi les échelons un par un, comme quelqu'un qui sait que les escaliers ne mentent pas, même quand les ascenseurs tombent en panne. Après 5 ans, il était directeur financier d'une PME qui exportait des équipements industriels vers l'Afrique du Nord. Il avait un appartement, une voiture, une vie organisée et propre. Il n'était pas riche de façon ostentatoire, mais il avait assez pour ne plus jamais avoir à compter ses centimes avant de faire les courses. Et pendant tout ce temps, sa mère était restée là-bas, dans cette maison aux murs de pierre que son père avait construite de ses propres mains, avant de mourir trop tôt, laissant Élise seule avec un fils de 16 ans, et une dignité suffisante pour refuser toute aide qu'elle n'avait pas méritée. Élise Fontaine était une femme de 70 ans qui avait les mains d'une paysanne et le cœur d'un cardinal. Elle cultivait son jardin, élevait ses poules, vendait ses légumes au marché du samedi et donnait le surplus à ceux qui en avaient tous besoin. Elle n'avait jamais beaucoup eu, mais elle avait toujours partagé ce qu'elle avait. Surtout avec la famille Moreau. Les Moreau étaient ses voisins, mais pas seulement ça. Ils étaient aussi, d'une certaine façon, sa responsabilité morale. Quand Patricia Moreau était décédée d'un cancer du sein, laissant derrière elle 2 enfants et un mari alcoolique, c'est Élise qui avait pris les choses en main. Elle avait accueilli les enfants à sa table tous les soirs, leur avait appris à faire leurs devoirs, leur avait acheté des vêtements quand leur père oubliait que ses enfants grandissaient. L'aîné, Théo, avait maintenant 30 ans et vivait à la maison familiale des Moreau, à 200 mètres de chez Élise. Sa sœur, Camille, avait épousé un homme du village et vivait encore plus près. Élise les considérait presque comme ses propres enfants. Théo l'appelait même maman Élise. C'est pour ça que Marcus, quand Camille lui avait proposé de virer l'argent mensuel sur son compte plutôt que directement à sa mère, n'avait pas hésité longtemps. C'était Camille, la petite fille qu'Élise avait habillée pour sa première communion, la femme qui apportait des bouquets de lavande à sa mère chaque dimanche. Qui mieux qu'elle pouvait s'assurer que l'argent arrivait bien? Marcus avait cédé sans demander de justification, parce que quand on fait confiance à quelqu'un depuis toujours, on ne demande pas de reçu. Ce soir-là, en conduisant sur la route nationale qui menait vers Saint-Clair-des-Collines, Marcus ne pensait pas à tout ça. Il pensait à sa mère. Il pensait au café qu'elle préparait dans la vieille cafetière en émail bleu, au pain de campagne qu'elle coupait en tranches épaisses, au bruit de ses savades sur le carrelage de la cuisine le matin. Il avait préparé le coffre de la voiture comme si c'était Noël, une couette en plume d'oie, des médicaments pour la tension qu'il avait commandés en pharmacie en ligne, 2 robes en laine, des biscuits de Bretagne qu'elle adorait, et un petit poste de radio numérique parce qu'elle lui avait dit une fois, il y a longtemps, qu'elle aimait écouter France Inter le soir en tricotant. Il n'avait pas prévenu de sa visite. Il voulait la surprendre. Il regretta ce choix très rapidement. La route qui traversait le village était la même qu'avant. Les mêmes platanes, les mêmes façades grises sous la lumière du soir, le même café-tabac fermé depuis des années, le même clocher qui sonnait les heures pour personne en particulier. Mais quand il dépassa la maison des Moreau, quelque chose attira son attention. Les volets étaient ouverts, les lumières allumées, et il aperçut à travers la fenêtre une télévision à écran plat d'au moins 65 pouces, une cuisine équipée toute neuve avec des plans de travail en marbre et une voiture récente garée dans l'allée. Une berline allemande qu'il estima à 25 000 € au moins. Camille sortit justement de la maison au moment où il passait, et elle le vit. Son sourire fut immédiat, large, presque trop large. « Marcus !» s'exclama-t-elle en agitant les bras. « Marcus, quel bonheur, entre donc !» Il ralentit la voiture, mais ne s'arrêta pas. Il lui fit un signe de la main et dit qu'il passerait la voir après avoir vu sa mère. Camille acquiesça avec un sourire qui lui parut, rétrospectivement, une fraction de seconde trop calculée. La maison d'Élise était à 300 mètres plus loin, après le virage qui longeait le champ de colza. Marcus la connaissait par cœur. Les murs en pierre de taille, le toit de tuiles romaines qui avait résisté à 40 ans de Mistral.
La porte en bois peinte en bleu nuit, parce qu'Élise disait que le bleu éloignait les mauvaises pensées. Elle était toujours ouverte le jour. Toujours. Sa mère disait qu'une maison fermée à clé pendant la journée était une maison qui avait honte de ce qu'elle contenait. Ce qu'il vit lui gela le sang dans les veines. Les volets étaient fermés. Tous. Pas seulement mi-clos comme on les ferme quand il fait trop chaud, mais fermés et bloqués de l'extérieur avec des taquets en bois qui n'étaient pas là avant. La porte bleue était fermée avec un cadenas, un gros cadenas en acier chromé fixé sur un loquet qui avait été vissé dans le bois récemment, les copeaux clairs visibles autour des vis. Le jardin était à l'abandon. Les tomates avaient séché sur leurs tiges. Les herbes aromatiques s'étaient emmêlées et mortes. Les poules n'étaient plus là. La cour qui sentait toujours la lavande et la terre humide sentait maintenant la poussière et quelque chose d'autre, quelque chose que Marcus ne voulait pas encore identifier. Et devant la porte, couché en boule sur le paillasson, il y avait le chien. Flocon. Un vieux labrador beige que sa mère avait recueilli 12 ans auparavant après l'avoir trouvé blessé sur le bord de la route. Flocon avait le museau tout blanc maintenant, les yeux chassieux, les côtes visibles sous le pelage terne. Il leva la tête quand Marcus s'approcha, et sa queue frappa le sol 2 fois, faiblement, comme si même ce geste lui coûtait quelque chose. Marcus s'accroupit devant lui. L'animal gémit, un gémissement long et douloureux qui ne ressemblait pas à un chien qui dit bonjour. Qui ressemblait à un chien qui dit enfin. Marcus se redressa et s'approcha de la porte. Il colla son oreille contre le bois. D'abord, rien. Puis un bruit, imperceptible, comme un frottement lent, comme quelqu'un qui déplace son poids avec une extrême précaution. « Maman !» dit-il. Sa voix sonnait étrange dans le silence du village. Pas de réponse. « Maman !» répéta-t-il, plus fort. Il y eut un silence de 10 secondes qui lui parut durer 10 minutes. Puis il entendit une voix, si faible qu'il crut d'abord l'avoir imaginée. Une voix qui ressemblait à de la voix de sa mère comme une chandelle ressemble à un feu de bois. C'était là, c'était elle, mais réduite à presque rien. « Mon fils. » Marcus ne prit pas le temps de réfléchir. Il retourna à sa voiture, ouvrit le coffre, sortit le cric de secours et revint à la porte. Il frappa le cadenas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le métal résistait. Il frappa encore, les épaules, les bras, tout le corps dedans, et au 4e coup, il vit le loquet se déformer dans le bois. Au 6e coup, les vis sortirent du châssis et la porte s'ouvrit en grinçant sur ses gonds rouillés. L'odeur le frappa avant que ses yeux n'aient eu le temps de s'ajuster à l'obscurité. Une odeur dense et acide qui lui retourna l'estomac. Urine, transpiration, nourriture rance et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de profond qui lui indiqua avant même de la voir dans quel état se trouvait sa mère. Il entra. La maison était dans une obscurité presque totale, les volets bloqués empêchant la moindre lumière de passer. Il tâtonna le long du mur, trouva l'interrupteur. La lumière révéla ce que l'obscurité avait protégé. Élise était dans le fauteuil du salon, le seul fauteuil qu'elle avait toujours refusé de remplacer, parce que c'était celui où son mari lisait son journal le dimanche matin. Elle était recroquevillée dessus, comme si elle essayait d'occuper le moins de place possible dans le monde. Elle était vêtue d'une chemise de nuit grise qui avait été blanche et qui portait les traces de plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Ses cheveux blancs, qu'elle gardait toujours en chignon serré, étaient défaits et collés à son visage par la sueur. Ses bras, qui avaient soulevé des sacs de terre et pétri du pain pendant 70 ans, ressemblaient à des brindilles sous la peau fripée. Mais c'est ses yeux qui brisèrent Marcus. Ses yeux qui mirent plusieurs secondes à faire le point, comme si la lumière lui faisait mal après trop longtemps dans le noir. Ses yeux qui cherchèrent son visage, le trouvèrent, et s'emplirent de quelque chose qui n'était plus tout à fait des larmes, parce que son corps n'avait plus assez d'eau pour en produire. Marcus tomba à genoux devant le fauteuil. Il prit les mains de sa mère entre les siennes, et sentit chaque os, chaque jointure, comme s'il tenait quelque chose de fragile et de précieux, qui risquait de se désintégrer au moindre geste brusque. « Je suis là, » dit-il. « Je suis là maintenant. » Élise ouvrit la bouche. Sa voix était un souffle. « J'ai attendu, » dit-elle. « J'ai attendu. » Marcus ne pleura pas tout de suite. Il y avait quelque chose en lui qui s'était cristallisé en une substance plus dure que les larmes, quelque chose qui avait besoin d'agir avant de pouvoir ressentir. Il inspecta la maison en quelques secondes. Dans la cuisine, sur le sol près de la porte, il vit ce qu'il n'avait pas encore remarqué, une fente rectangulaire dans le bas de la porte d'entrée, découpée grossièrement dans le bois, exactement de la taille pour glisser une assiette. À côté du fauteuil, une bouteille d'eau plastique à moitié vide et une assiette avec des restes de pain dur et de fromage industriel préemballé. Dans le coin, un seau avec un couvercle. Marcus ferma les yeux une seconde, les rouvrit. Quelqu'un avait nourri sa mère par un trou dans la porte.
Le minimum vital pour qu'elle ne meure pas. Pas par compassion, par calcul. Il souleva sa mère dans ses bras. Elle ne pesait rien. Littéralement rien. Comme si les mois avaient reconsumé tout ce qu'elle avait été. Il la porta jusqu'à la voiture, l'installa sur le siège passager avec la couette en plume d'oie qu'il avait achetée pour lui faire plaisir, et qui servait maintenant à lui garder suffisamment de chaleur pour tenir jusqu'à l'hôpital. Flocon sauta sur la banquette arrière sans qu'on l'y invite, comme s'il avait attendu ce moment depuis des semaines. Marcus conduisit à 130 km/h sur une route qui en autorisait 80. L'hôpital de Sainte-Croix était à 45 minutes. Marcus fit le trajet en 28. Il portait sa mère dans ses bras quand il poussa les portes des urgences, et les soignants qui le virent arriver réagirent avant même qu'il ait ouvert la bouche. Il y avait quelque chose dans sa façon de la tenir, dans la façon dont elle était petite et légère, qui disait tout avant les mots. On la coucha sur un brancard. On lui posa une perfusion. Un médecin entra, examina Élise et resta silencieux pendant 3 longues secondes avant de se tourner vers Marcus. Depuis combien de temps est-elle dans cet état? Marcus ne savait pas répondre. Mais son cerveau faisait les calculs tout seul, comme une machine qu'on ne peut pas éteindre. Les appels qui avaient changé de ton, il y a environ 7 mois. Les réponses courtes, les prétextes. La dernière fois qu'il avait vraiment entendu la voix de sa mère, vraiment entendu, comme avant, c'était à Noël. Depuis janvier, quelque chose avait changé sans qu'il sache le nommer. 7 mois, peut-être plus. Le diagnostic fut long et chaque mot était une condamnation. Dénutrition sévère, déshydratation chronique, plaie de pression au niveau du coccyx, infection urinaire au stade avancé, anémie, défaillance musculaire partielle des membres inférieurs. La médecin retira ses gants, regarda Marcus et dit avec une voix qui essayait d'être professionnelle sans y parvenir tout à fait. « Monsieur, ce que vous me décrivez, c'est une séquestration. Je suis obligé d'en informer les autorités. » Marcus dit « Faites-le. » Il s'assit dans le couloir sur une chaise en plastique et posa sa tête entre ses mains. La colère et la culpabilité arrivèrent ensemble, 2 points dans le même endroit. La colère contre Camille, contre Théo, contre les Moreau. La culpabilité contre lui-même. Pour être parti, pour avoir fait confiance sans vérifier. Pour avoir lu les messages de sa mère sur son téléphone et avoir cru qu'elle allait bien parce que c'était plus facile que de supposer le contraire. Il sortit son téléphone, relut les derniers messages échangés avec elle. « Ça va bien mon fils, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis fatigué en ce moment mais les voisins s'occupent bien de moi. Tu sais que j'ai du mal avec ce téléphone, écris-moi plutôt que d'appeler. » Ses mots à lui, ses réponses à elle. Il les relut comme on relit des lettres d'une personne disparue, cherchant les signaux qu'il avait manqués. Sa mère n'avait jamais dit « ça va bien comme ça ». Elle disait plutôt « ça pousse » en parlant de son jardin, ou alors « ça tient » en parlant d'elle-même. Jamais « ça va bien », une expression trop lisse, trop correcte pour la femme qu'il connaissait. Et elle n'avait jamais eu de mal avec son téléphone. Elle lui envoyait des photos de ses tomates tous les étés. Ces messages n'avaient pas été écrits par sa mère. Il comprit cela à cet instant, dans ce couloir d'hôpital qui sentait le désinfectant et l'anxiété, assis sur une chaise en plastique inconfortable, avec Flocon couché à ses pieds parce que personne n'avait eu le cœur de le faire sortir. Quelqu'un avait pris le téléphone de sa mère. Quelqu'un avait répondu à sa place pendant des mois. Quelqu'un qui vivait à 200 mètres de chez elle et qui venait peut-être la nourrir avec un morceau de pain glissé par un trou dans une porte. Marcus ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le couloir jusqu'à l'aube, et quand l'infirmière de nuit lui apporta un café sans qu'il le demande, il la remercia d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Le lendemain matin, à 6 heures, Marcus était debout. Il avait 2 choses à faire avant d'aller voir les gendarmes. D'abord, comprendre. Ensuite, agir. Il retourna à la maison de sa mère. La lumière du matin entrait par la porte ouverte et révélait des choses que l'obscurité avait cachées la veille. La cuisine était dans un état de désolation silencieuse. La table en chêne massif, celle que son père avait fabriquée, était couverte d'une fine couche de poussière. La cafetière en émail bleu était dans l'évier, vide et sèche depuis longtemps. Sur l'étagère au-dessus du radiateur, les photos de famille étaient toujours là, lui à 10 ans avec une raie au milieu, sa mère jeune avec un sourire qui prenait toute la place, son père en bleu de travail devant la maison en construction. Marcus s'arrêta sur une photo qu'il n'avait jamais regardée avec attention. Camille et Théo, adolescents, encadrés par Élise qui avait un bras autour de chaque épaule. Tous les 3 souriaient, et Élise regardait les 2 enfants avec une expression qu'il reconnut immédiatement. C'était exactement comme elle le regardait, lui. Avec cette fierté tranquille et absolue que certaines mères ont pour leurs enfants, même ceux qu'elles n'ont pas portés. Il trouva le téléphone de sa mère derrière le fauteuil, coincé entre le coussin et la coudoir.
Un vieux téléphone à touche avec un grand écran pour les yeux fatigués. Marcus le ralluma. La batterie était à 30%. Quelqu'un l'avait rechargé régulièrement. Quelqu'un qui avait besoin qu'il reste allumé pour continuer à envoyer des messages à sa place. Il ouvrit la messagerie et lut. 7 mois de conversation entre lui et sa mère, sauf que sa mère n'avait pas écrit un seul de ces mots-là. Il le savait maintenant avec certitude. Sa mère écrivait toujours en minuscules, jamais de virgule, et elle terminait chaque message par un point d'exclamation. Et la lettre M pour maman, comme une signature. Ces messages étaient reponctués correctement, avec des majuscules en début de phrase et des points à la fin. Sa mère ne l'avait jamais appelé mon fils dans un message. Elle l'appelait mon grand ou Marcus chéri. Ces messages étaient ceux de quelqu'un qui imitait sans connaître les détails. Marcus photographia chaque message. Ensuite, il chercha les relevés bancaires que sa mère gardait toujours dans le tiroir du buffet, dans une enveloppe Kraft étiquetée banque. Il trouva l'enveloppe. Les derniers relevés dataient d'il y a 7 mois. Après cette date, plus rien. Le compte avait été vidé progressivement, et les virements entrants, ses virements à lui, avaient atterri sur un autre compte. Celui de Camille. Marcus compta rapidement. 1200 € par mois pendant 7 mois. 8400 €. Plus les économies de sa mère, qu'il estima à plusieurs milliers, et il n'avait jamais demandé de justificatif parce que Camille était Camille, la petite fille que sa mère avait habillée pour sa première communion. Il sortit de la maison et marcha jusqu'à la propriété des Moreau. Ce qu'il vit le confirma dans ce qu'il avait deviné la veille. La maison avait été rénovée intégralement. La vieille façade crépie avait été remplacée par une isolation extérieure toute neuve. Des fenêtres en double vitrage avaient été remplacées les anciennes. Une véranda en aluminium avait été construite sur le côté, avec des fauteuils de jardin en résine tressée. La cour était refaite en gravillon propre avec des bordures en briques. À l'intérieur, visible depuis la fenêtre, la cuisine équipée avec les plans de travail en marbre, la grande télévision, un réfrigérateur américain. Tout ça payé avec l'argent qu'il envoyait pour sa mère. Marcus fit le tour de la propriété lentement, les mâchoires serrées, photographiant tout avec son téléphone. Puis il entendit une voix derrière lui. Théo Moreau était sur le seuil de la porte, en t-shirt et jogging, une tasse de café à la main. Son visage passa par plusieurs expressions en une seconde. Surprise, calcul, et quelque chose qui ressemblait à de la honte avant d'être recouvert d'une affabilité de façade. « Marcus, je ne savais pas que tu étais là. Tu as vu ta mère? Comment elle va ?» Marcus le regarda. Pas avec de la colère? Pas encore. Avec quelque chose de plus froid que la colère. « Tu sais très bien comment elle va, » dit-il. Théo but une gorgée de café et dit d'une voix qui voulait paraître détendue. « Écoute, je comprends que tu sois inquiet, mais Élise, elle n'était plus tout à fait elle-même ces derniers temps. Elle refusait qu'on entre, tu comprends? Elle se méfiait de tout le monde. On lui apportait à manger parce qu'on ne voulait pas la laisser sans rien, mais elle ne voulait pas ouvrir la porte. C'est difficile, les vieux. Ils deviennent paranoïaques. » Marcus ne répondit pas. Il laissa le silence s'installer. Et dans ce silence, Théo entendit quelque chose qui lui fit perdre son sourire. « Où est Camille ?» demanda Marcus. « Elle dort encore. Tu veux que je… » « Non, » dit Marcus. « Je veux juste que tu saches que je suis allé aux urgences hier soir, que j'ai les conclusions médicales, que j'ai le téléphone de ma mère avec 7 mois de messages que tu n'as pas écrits toi, mais que quelqu'un dans ta famille a écrit, que j'ai les relevés bancaires, et que dans 2 heures je serai à la gendarmerie. » Théo posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre. Sa main tremblait légèrement. Marcus tourna les talons et repartit vers sa voiture. Ce n'est qu'une fois au volant qu'il s'autorisa à fermer les yeux 30 secondes. Il pensait à sa mère dans ce fauteuil, à l'obscurité de cette maison, aux mois que les volets avaient compté sans lui. Il pensait à Flocon qui n'avait pas quitté le paillasson, qui avait attendu pendant des semaines que quelqu'un arrive enfin pour faire ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Il rouvrit les yeux et démarra. Avant de se rendre à la gendarmerie, Marcus fit un arrêt qu'il n'avait pas prévu. La boulangerie du village ouvrait à 7 heures, et Madame Arnaud, la boulangère, avait 65 ans, et une mémoire qui ne perdait jamais rien. Elle était là depuis 40 ans, elle avait connu sa mère depuis toujours, et quand elle le vit entrer, quelque chose dans son visage à lui dit qu'elle savait déjà pourquoi il était là. Elle posa une main sur le comptoir et dit doucement « Je me doutais que quelque chose n'allait pas. Ça faisait des mois qu'Élise ne venait plus. Camille m'a dit qu'elle avait des problèmes de mobilité, qu'elle ne sortait plus. Mais Élise s'arrêtait de venir au marché du samedi. Tu comprends? C'était sa vie, ce marché. Ça ne m'a pas semblé normal. Est-ce que vous y êtes allé? Chez elle? 3 fois, dit Madame Arnaud, et sa voix se cassa légèrement. Les 2 premières fois, c'est Camille qui m'a ouvert et m'a dit qu'Élise dormait,
qu'elle était fatiguée, qu'elle préférait ne pas être dérangée. La troisième fois, j'ai insisté pour la voir. Camille m'a dit qu'elle était chez une sœur dans le Nord, pour se reposer. Je lui ai laissé des croissants pour qu'elle les lui envoie. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Marcus remercia Madame Arnaud. Il alla ensuite chez Monsieur Bertrand, l'ancien instituteur de l'école du village, qui avait 80 ans et se promenait chaque matin à 7h30 avec son bâton de marche. Monsieur Bertrand l'arrêta avant même qu'il ait commencé à parler. « Je t'attendais, » dit le vieil homme. « Ça fait longtemps que j'attendais que quelqu'un arrive pour poser les bonnes questions. » Il lui raconta qu'il était passé voir Élise à 5 reprises au cours des derniers mois. À chaque fois, les volets étaient fermés. À chaque fois, Camille ou Théo étaient là pour lui dire qu'Élise n'était pas disponible. La première fois, elle faisait sa sieste. La deuxième, elle avait de la visite de famille. La troisième, elle était partie en cure thermale. La quatrième, elle avait une consultation médicale à la ville. La cinquième fois, Monsieur Bertrand avait frappé directement à la porte bleue, fort, plusieurs fois, en appelant Élise par son prénom. Et il avait cru entendre quelque chose, un bruit faible derrière la porte. Mais Camille était arrivée en courant depuis sa maison et lui avait dit que c'était le chat, qu'Élise n'était pas là, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. « Il n'y a pas de chat, » dit Marcus. « Je sais, » dit Monsieur Bertrand. « Élise ne peut pas supporter les chats depuis qu'un chaton lui a griffé les yeux quand elle était petite. Je m'en suis souvenu le soir même, et j'ai eu honte de ne pas être retourné. » Marcus lui dit qu'il n'avait pas à avoir honte, que les coupables étaient ceux qui avaient monté les mensonges, pas ceux qui les avaient crus parce qu'ils n'avaient aucune raison d'imaginer l'impensable. À la gendarmerie, Marcus déposa une plainte formelle avec tout ce qu'il avait. Les photos médicales prises avec l'accord du personnel soignant, montrant l'état d'Élise à son admission. Les photos de la maison, du cadenas, des volets bloqués, de la fente dans la porte, les messages du téléphone de sa mère, 7 mois de conversation fabriquée, les relevés bancaires montrant les virements redirigés, les témoignages qu'il avait recueillis le matin même chez Madame Arnaud et Monsieur Bertrand, écrits à la main et signés, et quelque chose d'autre qu'il avait trouvé en faisant le tour de la propriété des Moreau, une brochure immobilière glissée dans la boîte aux lettres, celle d'un cabinet d'agents immobiliers spécialisé dans les biens ruraux, avec une note manuscrite au stylo. Vue sur colline, pierre de taille, 1200 mètres de terrain attenant. Prix estimé 380 000 €. Contact pris le 14 mars. Quelqu'un avait contacté un agent immobilier pour mettre en vente la maison d'Élise, sans son consentement, sans même qu'elle soit au courant. Le gendarme qui l'accueillit s'appelait Capitaine Rousseau. Il lut chaque document avec une attention croissante, et son visage changea progressivement, du professionnel neutre à quelque chose de plus humain et de plus dur. « C'est une séquestration aggravée », dit-il en posant les documents sur le bureau. Aggravée par la vulnérabilité de la victime et par le lien de confiance. Il y a aussi abus de faiblesse, détournement de fonds et tentative de fraude immobilière. On va bouger vite. Ils bougèrent de vite. Les gendarmes se rendirent chez les Moreau l'après-midi même, accompagnés d'une assistance sociale et d'un officier de police judiciaire. Théo ouvrit la porte et perdit toute contenance en voyant les uniformes. Camille, qui était dans la cuisine, entendit les voix et tenta de sortir par la porte de derrière. Elle n'alla pas loin. Marcus n'était pas là pour ça. Il était à l'hôpital, assis au chevet de sa mère. Élise était sous perfusion, les bras posés sur le drap blanc, les yeux ouverts. Elle était mieux que la veille, juste un peu mieux, mais c'était suffisant pour voir que quelque chose dans ses yeux était encore intact. Ce feu tranquille qu'elle avait toujours eu, cette façon de regarder les choses comme si elle décidait de leur valeur, plutôt que de la subir. Elle le regarda entrer et dit, très doucement, « Tu as dormi ?»« Non, » dit-il. Elle dit, « Mange quelque chose. » Il sourit malgré tout, parce que c'était tellement elle. Allongé dans un lit d'hôpital après des mois de séquestration, et sa première préoccupation était qu'il mange quelque chose. Il prit sa main. « Maman, » dit-il, « je veux tout savoir, quand tu es prête. » Elle ferma les yeux un moment, puis les rouvrit. « Ça a commencé en janvier, » dit-elle. « Camille est venue un soir avec Théo. Ils m'ont dit qu'ils avaient eu des ennuis financiers, que la banque allait saisir leur maison, que si je ne les aidais pas, ils allaient tout perdre. Je leur ai dit que je n'avais pas beaucoup, mais que je pouvais essayer. Et puis Camille a parlé de la maison. Elle a dit que si je mettais la maison en vente et que j'allais vivre avec toi à Lyon, ils pourraient acheter le terrain et rembourser leurs dettes. J'ai dit non. » Sa voix était égale, sans dramatisme. Elle racontait comme elle faisait tout le reste, simplement. « Et quand j'ai dit non, » dit-elle, Théo a changé de visage. D'un coup, comme si le masque était tombé. Il m'a dit que si je ne coopérais pas, il s'arrangerait dit pour que tout le monde croie que j'étais sénile, que je ne pouvais plus vivre seul, et qu'on m'enverrait en maison de retraite. J'ai dit que j'appellerais la gendarmerie.
Camille a pris mon téléphone. Et le lendemain matin, quand j'ai voulu sortir, la porte était cadenassée de l'extérieur. Marcus serra ses mains plus fort. Il venait chaque jour, dit-elle. Théo glissait quelque chose à manger sous la porte. Le minimum. Camille venait parfois parler à travers le bois, me dire que si j'acceptais de signer les papiers pour la maison, ça s'arrêterait. J'ai refusé. Chaque jour, j'ai refusé. « Comment tu as tenu ?» demanda Marcus. Elle le regarda avec cet air qu'elle avait. Cet air qui disait qu'il posait parfois des questions auxquelles elle ne comprenait pas l'utilité. « Parce que j'attendais, » dit-elle simplement. « Je savais que tu viendrais. Tu m'avais dit que tu viendrais en été. Il fallait juste tenir jusqu'à l'été. » Marcus ferma les yeux. Il était venu en juillet. Il avait failli ne pas venir. Failli reporter au mois d'août parce qu'il avait un dossier à terminer. Il y avait pensé puis s'était dit non, sa mère d'abord. Ce détail-là, il le garda pour lui. Dans les jours qui suivirent, le village de Saint-Clair-des-Collines vécut quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des générations. Pas un scandale au sens vulgaire du terme. Quelque chose de plus profond. Une sorte de douleur collective, silencieuse et grave. Marcus ne convoqua personne. Il n'organisa pas de réunion publique, ne publia rien sur les réseaux sociaux, ne contacta pas la presse. Il dit simplement la vérité à ceux qui lui demandèrent. Et la vérité, dans un village de 600 habitants, voyage plus vite que n'importe quel média. Madame Arnaud l'a dit à ses clientes du matin. Monsieur Bertrand l'a dit à ses amis du club de pétanque. Le curé l'a pris de la sacristaine et passa une journée entière sans pouvoir terminer ses phrases. La pharmacienne, qui avait remis des médicaments à Camille, soi-disant pour Élise pendant des mois, s'assit sur sa chaise et ne se releva pas pendant 1 heure. Chacun portait son morceau de culpabilité. Chacun se souvenait d'un moment où il aurait pu insister davantage, frapper une 2e fois, ne pas accepter la réponse de Camille. Et chacun se consolait comme on peut, en se disant que personne n'imagine l'impensable de la part de quelqu'un qu'on connaît depuis toujours. Théo Moreau fut placé en garde à vue le soir même des arrestations. Il parla rapidement, trop rapidement, peut-être parce que la honte lui pesait plus lourd que la loyauté conjugale. Il confirma que c'était Camille qui avait eu l'idée, qui avait trouvé l'agent immobilier, qui avait falsifié les signatures sur les documents préliminaires, qui avait répondu au message de Marcus depuis le téléphone d'Élise. Lui n'avait fait qu'obéir, dit-il, en glissant le pain sous la porte, en posant le cadenas, en éloignant les visiteurs. Le capitaine Rousseau, en sortant de l'audition, dit à son adjoint que l'excuse d'avoir obéi aux ordres était la plus vieille du monde et la moins recevable. Camille, elle, nia tout pendant 24 heures. Elle nia avec les larmes, avec les cris, avec des variantes de la même histoire. Élise était devenue difficile, imprévisible, elle ne mangeait plus, elle refusait les soins, ils avaient voulu la protéger. Elle défit et refit sa version plusieurs fois, comme quelqu'un qui essaie de raccorder des morceaux qui ne correspondent plus. Mais les messages, les relevés bancaires, les documents immobiliers et la brochure annotée de sa main étaient là. Et il ne changeait pas de version. Le dossier fut transmis au parquet 3 jours après la plainte. Le soir où les gendarmes vinrent chercher Camille pour la mise en examen, le village était dehors. Pas en groupe, pas en manifestation. Juste les gens, devant leur portail, sur leurs pas de porte, dans leur jardin. Silencieux, regardant la voiture de gendarmerie passer dans la rue principale avec Camille à l'arrière. Marcus était appuyé contre sa voiture, les bras croisés, devant la maison de sa mère. Il regarda la voiture passer. Quand Camille tourna la tête vers lui depuis la banquette arrière, il ne détourna pas les yeux. Il ne la regarda pas avec de la haine. Il la regarda avec quelque chose qu'elle ne comprit peut-être pas tout de suite. De la tristesse. Pas pour elle, pour ce qu'elle avait fait de la confiance qu'on lui avait donnée. La voiture tourna au bout de la rue et disparut dans un nuage de poussière dorée. Le lendemain matin, Marcus ouvrit tous les volets de la maison de sa mère. Un par un, dans chaque pièce. Il laissa entrer la lumière de juillet, qui était généreuse et chaude, et qui ne posait pas de questions. Il ouvrit les fenêtres. Il laissa le vent traverser les pièces. Il porta le seau hors de la maison et le jeta. Il arracha le loquet vissé dans la porte bleue et boucha les trous avec du mastic. Ensuite, il alla à la quincaillerie du village et acheta ce dont il avait besoin pour réparer la fente qu'on avait découpée dans le bas de la porte. Il la reboucha avec un morceau de bois qu'il peignit en bleu nuit pour qu'il soit assorti au reste. Sa mère, quand elle rentrerait, ne verrait plus la trace de ce qui s'était passé. Il répara aussi le jardin. Pas entièrement, ce n'était pas la saison pour tout, mais il enleva les tiges mortes, retourna la terre, fit en sorte que ça ressemble à quelque chose qui attendait d'être vivant, plutôt qu'à quelque chose qui était mort. 3 semaines après son admission, Élise commença à parler davantage. D'abord des petits mots, des demi-phrases, puis des phrases entières. Et un matin, Marcus arriva à sa chambre, et elle était assise dans son lit avec les lunettes sur le nez,
et une infirmière debout à côté d'elle, qui riait. Il demanda ce qui se passait. L'infirmière dit « Votre mère m'expliquait comment faire une tarte aux prunes correcte. Elle dit que je ne mets pas assez de sucre. » Marcus dit « Elle a raison. » Élise enleva ses lunettes, le regarda et dit « Tu as l'air d'un homme qui n'a pas dormi depuis 3 semaines. » Il dit « C'est à peu près ça. » Elle dit « Dors. Je ne m'en vais pas. » Il s'assit sur la chaise à côté d'elle et dit « Je sais. » Un soir, à la fin de la 3e semaine, alors que l'hôpital était calme et que la lumière du couloir filtrait sous la porte, Élise dit quelque chose sans qu'il lui pose de questions. Sa voix était posée, sans dramatisme, comme celle de quelqu'un qui fait un bilan. « Le pire n'était pas la faim, dit-elle. La faim, on s'y habitue. Le pire, c'était le silence. Des jours entiers sans entendre une voix humaine qui vous parle vraiment. Je parlais à Flocon à travers la porte. Il grattait le bois et je lui répondais. Et des fois la nuit, j'entendais les rires de Camille dans sa maison. Et je pensais, elle mange chaud. Elle regarde la télévision. Elle dort dans un vrai lit. Et là-dedans, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Pas de la haine. Quelque chose de plus douloureux que la haine. L'incompréhension. Je l'avais habillée pour sa première communion. Je lui avais appris à faire des crêpes. Je l'avais vu pleurer pour son premier amour. Marcus ne dit rien. Il lui tint la main dans l'obscurité. « Et puis je pensais à toi, » dit Élise. « Et je me disais, si mon fils apprend ça et qu'il perd sa vie à cause de ça, alors ils auront vraiment tout pris. » Alors je tenais. Marcus avala quelque chose dans sa gorge. « Ils n'ont rien pris, » dit-il. Elle posa sa main libre sur son bras et dit « Non, rien d'essentiel. » La 4e semaine, Élise demanda un miroir. Marcus hésita une fraction de seconde, puis lui en apporta un. Elle se regarda longuement, passa les doigts sur son visage, sur ses joues creuses, sur ses cheveux qu'une aide-soignante avait coiffés en chignon la veille. Puis elle reposa le miroir, se tourna vers Marcus et dit « J'ai besoin d'une bonne crème pour les mains. Tu m'en achètes une ?» Il sortit lui acheter une crème pour les mains. C'est à ce moment-là qu'il sut qu'elle allait s'en sortir. La 5e semaine, Élise marchait dans le couloir en s'appuyant sur un déambulateur qu'elle appelait ma béquille mécanique, avec un dédain affectueux. Les soignants l'applaudissaient. Elle leur disait « Arrêtez de m'applaudir, je ne suis pas un spectacle. Apportez-moi plutôt un café digne de ce nom. » Le jour de sa sortie, Marcus la porta pratiquement jusqu'à la voiture. Flocon était dans le coffre, agitant la queue avec une énergie qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. Quand Élise se retourna et vit le chien, elle tendit la main vers lui et dit « Flocon, mon vieux, tu as tenu. » Le chien posa sa tête sur sa main et ferma les yeux. Dans la voiture, sur la route qui ramenait vers Saint-Clair-des-Collines, Marcus prit une grande inspiration et dit ce qu'il avait préparé depuis des semaines. « Maman, j'ai réfléchi à tout. Je rentre avec toi. Je travaille à distance depuis longtemps déjà. Ça n'a jamais été un vrai problème. Je vais m'installer ici. Je vais m'occuper de toi. » Élise regardait par la fenêtre les champs de lavande qui défilaient sous la lumière de l'après-midi. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. Il dit « Oui. » Elle dit « Tu vas trouver ça ennuyeux. » Il dit « J'ai essayé de ne pas trouver ça ennuyeux pendant 7 ans. Ça n'a pas marché. » Elle sourit. La première fois qu'il voyait son sourire vraiment complet depuis son arrivée. Alors elle dit, et sa voix était simple et directe, comme elle l'avait toujours été. « Tu sais que tu n'es pas obligé de rester pour réparer quelque chose. Tu ne m'as rien fait, toi. Tu peux rester parce que tu veux rester. » Il garda les yeux sur la route. « Je veux rester, » dit-il. Elle dit « Bien. » Flocon aboya une fois depuis le coffre. Les mois qui suivirent donnèrent la texture lente et réelle des choses qui guérissent vraiment. Marcus s'installa dans la chambre du fond, celle qu'il avait occupée enfant, avec son bureau devant la fenêtre qui donnait sur le jardin. Il travaillait le matin, aidait sa mère l'après-midi, apprenait des choses qu'il n'avait jamais su faire. Comment détecter si une tomate est mûre rien qu'à son odeur? Comment tailler les rosiers en automne? Comment tenir un étal au marché du samedi de façon à ce que les légumes aient l'air plus beaux qu'ils ne sont? Élise retrouva ses forces lentement, avec la rigueur têtue qu'elle mettait dans tout. Elle recommença à cultiver son jardin, d'abord depuis une chaise pliante, ensuite debout avec un bâton, ensuite normalement. Elle recommença à aller au marché du samedi. Le premier samedi, Madame Arnaud lui apporta ses croissants de la boulangerie sans qu'elle les ait commandés, et dit « C'est ma façon de me faire pardonner de ne pas être venu assez fort à ta porte. » Élise dit « Tu n'as rien à te faire pardonner. Mais les croissants sont très bons. » Le procès eut lieu en mars. Marcus était présent. Monsieur Bertrand était présent. Madame Arnaud était présente. La salle était pleine de visages de Saint-Clair-des-Collines.
Des gens qui avaient été trompés et qui voulaient ne voir la vérité dite dans un endroit officiel, devant des personnes qui avaient le pouvoir de la graver quelque part de permanent. Élise ne vint pas. Elle dit qu'elle avait déjà entendu tout ce qu'elle avait besoin d'entendre et que son jardin avait besoin d'elle. Le juge lut les charges. Séquestration aggravée, abus de faiblesse, détournement de fonds, tentative de fraude immobilière, falsification de documents, usurpation d'identité numérique. Théo Moreau fut condamné à 5 ans de prison ferme. Il avait coopéré avec l'enquête, reconnu les faits et exprimé quelque chose qui ressemblait à des remords, bien que le juge eût précisé que les remords tardifs n'effacent pas les actes. Camille Moreau fut condamnée à 9 ans. Elle maintint jusqu'à la fin une partie de sa version, disant qu'elle avait voulu protéger Élise, qu'elle avait mal géré une situation difficile, que personne ne comprenait ce que c'était de vivre à côté d'une vieille dame seule qui refusait toute aide. Le juge la laissa finir, puis il lut la condamnation sans lever les yeux vers elle. En sortant du tribunal, M. Bertrand marcha à côté de Marcus et dit « Vous auriez pu faire beaucoup de bruit avec tout ça. La presse, Internet, tout ça. » Marcus dit « Je sais. » M. Bertrand dit « Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Marcus dit « Parce que ma mère m'a toujours dit que le bruit ne réveille pas ce qui doit dormir. La justice, ça se fait dans les endroits prévus pour ça, pas sur une place publique. » M. Bertrand hocha la tête et dit « Élise vous a bien élevé. » Marcus dit « Oui, elle l'a fait. » Un dimanche de septembre, Marcus était assis dans le jardin derrière la maison. Sa mère faisait quelque chose dans la cuisine. Le bruit des couteaux sur la planche et l'odeur de thym qui flottait par la fenêtre ouverte. Flocon dormait au soleil sur les dalles de pierre, le museau blanc posé sur ses pattes avant. Le jardin avait repris ses couleurs. Les tomates étaient grosses et rouges. Les courgettes avaient envahi leur carré avec cette générosité un peu agressive qu'elles ont toujours. Les haricots montaient le long de leur tuteur en spirale. Marcus pensait à rien en particulier et à tout en même temps, à la façon dont ça arrive quand on est enfin dans un endroit où on n'a plus besoin de fuir ni d'arriver. Élise sortit avec 2 tasses de café. Elle lui en donna une, s'assit sur le vieux banc en pierre qu'elle n'avait pas changé depuis 30 ans, parce que, disait-elle, la pierre ne ment pas. Elle but son café en regardant le jardin. « Tu sais, dit-elle après un moment, ce que j'ai pensé là-dedans, dans ces mois de noir, c'est que la pire chose qu'il pouvait me faire n'était pas de me fermer la porte. C'était de me faire croire que tu ne viendrais pas. Certains jours, j'y ai failli. » Marcus regardait les tomates. « Et tu as résisté, dit-il. » Elle dit « Parce que je te connaissais mieux qu'eux. Ils croyaient que le silence suffisait à tuer l'espoir. Mais l'espoir ne se nourrit pas de bruit. Il se nourrit de confiance. Et j'avais confiance en toi. » Flocon leva la tête, regarda les deux, puis la reposa sur ses pattes. Marcus ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre à ça. Il tendit sa main et sa mère y posa la sienne. Et ils restèrent comme ça un long moment dans le jardin de septembre, avec le café qui refroidissait, et les tomates qui poussaient, et le chien qui dormait, dans cette maison dont la porte était ouverte, et les volets repliés contre le mur, laissant entrer tout ce qui voulait entrer. La lumière, le vent, les voix du village au loin, l'odeur de la lavande qui venait des collines. La même terre qui avait failli être volée. La même terre où ils étaient maintenant assis ensemble, simplement vivants, simplement là. Et ça, personne ne pouvait le prendre.